Alors bonjour à tous et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui au Normand Durable. La conférence a été organisée par l'Agence normande de l'orientation et des métiers, merci à eux. On se retrouve pour une session témoignage d'une heure jusqu'à 13 heures. Pour cette table ronde, on accueille Monsieur Raphaël Dinelli. Donc bonjour Monsieur Dinelli. Bonjour. Alors pour vous présenter rapidement, vous êtes navigateur depuis près de 25 ans et c'est lors de vos participations aux différentes courses nautiques que vous avez été confronté très tôt aux effets dramatiques du réchauffement climatique. Suite à ces constats alarmants, vous avez appliqué votre expertise sur les composites pour breveter un nouveau type de panneau solaire afin de créer des bateaux et puis des avions fonctionnant à l'énergie solaire. Vous allez nous expliquer tout ça. Je vous laisse la parole. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Bon, on va démarrer par un petit film qui a été un sujet là, sur TF1 et qui résume un petit peu mon parcours en quelques minutes. Et puis ce que eux, ils ont pu ressentir à l'époque. Sans problème. Voilà, on va parler de la météo. Je ne suis pas venu avec l'avion solaire, il faisait pas très beau ce matin. Bon, mais voilà Léa, on va dérouler. Hein, on passe après si on veut avoir un petit quart d'heure de débat et de questions-réponses. Oui, donc voilà, cet avion, donc je ne reviens pas sur le passé, si vous avez des questions à poser sur le passé du Vendée Globe, en fait, nous a sensibilisés sur les réchauffements climatiques bien avant le grand public. Parce que moi, j'ai démarré mon premier Vendée Globe en 96 quand j'ai fait naufrage. Et après, 2000, 2004, 2008, nous, les navigateurs, on a connu vraiment la fonte des icebergs avec le trouillomètre à zéro, hein, des nuits à se mettre les balises autour du cou, les combinaisons de survie, parce qu'il y avait déjà des plaques qui se détachaient dans la mer de Weddell et dans la mer de Ross, donc dans la fonte des banquises, mais là, dans la fonte des glaces sur les banquises qui se disloquaient d'une manière anormale. Et c'est vrai que nous, à l'époque, quand on revenait, on était dans des discours sur des climatologues sceptiques, les débats sur le réchauffement, 1 degré, etc., etc. Après le greenwashing, donc moi, ça fait plus de 20 ans que je connais tout ça. Donc l'idée, c'était de dire, moi, mon métier à la base, c'est de faire l'ingénierie d'un matériau composite. Et puis quand j'ai vu l'urgence de ces réchauffements climatiques, on va essayer de mettre ce que je savais faire, les matériaux composites, au service de cette transition de ces énergies renouvelables. C'est pour ça qu'on a appliqué, vous allez voir, sur des systèmes solaires, des systèmes éoliens, puis toujours garder cette recherche, cette propriété un petit peu industrielle, cette R&D en réalisant des démonstrateurs. Voilà. Donc cet avion, oui, pendant 2 ans, il a une belle histoire parce qu'on a mis donc mon dernier Vendée Globe en 2008. Donc après, j'ai eu l'idée de dire au bout de 20-25 ans, on va partir sur les airs. Donc c'était pas la grosse inconnue parce que comme j'ai dit dans le reportage, ils disent oui, c'est facile, je ne savais pas voler et tout, donc j'ai dû apprendre à piloter, devenir pilote d'essai. Les journalistes, ils sont un peu faciles. Donc, mais par contre, les points qui sont communs, c'est la mécanique du vol et la mécanique, une aile d'avion, une voile de bateau, c'est toujours un peu la même physique. La construction en carbone, on a construit comme un bateau de course. La météo, la navigation, les radios, donc il y a énormément de similitudes entre le bateau et l'avion. Et puis, donc, on est parti sur ce projet, 2-3 ans de design, de construction, des essais, 2-3 ans d'essais, puisqu'on était le premier avion avec l'IFAN tout électrique d'Airbus. Et nous, on avait cette particularité d'être électrique, multi-hybridé, avec des énergies les plus propres possibles. Et puis, pendant 2 ans, ça a été génial, en même temps de faire les essais. J'ai réalisé un peu voilà, on a vu dans le reportage tous les meetings 2018-2019 avec les 100 ans, le parrain des 100 ans de l'aéropostale. Et en général, moi je le bal, la patrouille de France faisait le bouquet à la fin. Puis 2020, tout s'est effondré avec le Covid, donc plus de meetings, plus rien. Donc en 2020, je crois, voilà, j'ai réussi à faire, voilà, donc ça c'était toutes les périodes de ce Tour de France à plus de 200 heures de vol. Et puis, en mois de fin mai 2020, après le premier confinement, j'avais un peu les fourmis dans les jambes, comme on dit. Donc, comme il n'y avait plus de meeting, j'ai fait un record d'altitude et d'autonomie à plus de 10 heures de vol, à plus de 10 000 pieds, sans oxygène. Je me suis arrêté juste au 0 degré pour les batteries. Et puis en septembre 2020, avant le
troisième confinement, je ne sais plus. Donc là, avec les copains suisses, Bertrand Piccard, Raphaël Dangean, on s'est dit, on va se rassembler, on va faire un événement à Aix-en-Provence. Donc il y avait 2 petits avions électriques qui avaient à peine 1 heure d'autonomie. Donc eux, ils ont fait des petits sauts de puce. Et donc je suis parti de La Roche-sur-Yon et puis je me suis craché dans les montagnes, dans les Cévennes. Et j'ai cassé l'avion et je m'en suis sorti indemne, mais c'était limite. Parce que l'avion avait 200 heures de vol et en aviation, tant qu'on n'est pas arrivé à 300 heures de vol, on fait pas on fait le carnet de maintenance au bout de 300 heures. Il ne faut jamais crier victoire après les 200 heures parce qu'il peut y avoir des vibrations. Et, voilà. Donc moi, mon rôle de pilote d'essai, c'est justement de noter tout ce qui ne va pas. Donc ce n'était pas la première panne, mais tout s'était très bien passé jusqu'à maintenant. Mais là, trouver un terrain propice dans les montagnes, dans les Cévennes, où il n'y a que des cailloux, des lignes à haute tension, des vignes et autres, et tout ça, ça c'est fini. Où j'ai trouvé un petit bout, et puis bon, voilà, j'ai cassé l'avion, mais je suis intact. Voilà. Donc ça, c'était la partie de ce premier démonstrateur. Je reviens aussi sur la partie transfert industriel, parce que donc le fait de faire ces démonstrateurs implique d'avoir des ressources. Donc les ressources, on peut les avoir en finançant la recherche ou en finançant les projets de record, hein, parce qu'il y a de la communication aussi. Mais nous, on a aussi, notamment cet avion, Eraol, on l'a financé à moitié par des démonstrateurs, des transferts de propriété industrielle. Et notamment, donc, moi, j'ai breveté un panneau solaire. Et pendant 6-7 ans, des partenaires de rang 1 comme Peugeot, Guillaume Pépi, la SNCF, on avait gagné l'ancienne gouvernance, il y avait le camion du futur, donc avec Volvo Truck, on avait installé 35 mètres carrés sur la semi-remorque d'un camion, un car scolaire avec le toit solaire, tout ça pour faire des démonstrateurs, pour récupérer l'énergie et être dans cette transition. Donc pendant 6-7 ans, en parallèle du projet avion, on faisait aussi ces démonstrateurs qui nous ont rapporté aussi des ressources. Et puis on a fini, grâce à ces démonstrateurs, quand vous êtes avec la SNCF, quand vous avez le panneau, rien que le panneau sur le toit du train, avant de savoir si au bout d'un an, si l'expérimentation va marcher, la SNCF vous dit est-ce que vos panneaux ils se décollent ou pas, parce que s'ils décollent et qu'ils font éclater les balais qui frottent sur les câbles, ça peut amener jusqu'au déraillement, etc. Donc l'aspect sécurité, c'est déjà les collages, la résistance au feu. Donc en fait, le fait de faire tous ces démonstrateurs, pour Peugeot, c'était les designers, c'était un concept car. Donc les designers sur un panneau solaire, ils vous disent oui, mais c'est quoi ça, les connectiques, les diodes et tout ça. Nous, on veut des cellules. Vous, les techniciens, les ingénieurs, vous nous cachez tout ça, on veut que du design. Mais tout ça, ça nous a fait progresser parce qu'entre les contraintes de design, les contraintes de sécurité, les contraintes de feu, les contraintes en fait, on a développé un panneau solaire on a divisé les poids par 10. Un panneau classique sur le toit de maison, c'est un panneau solaire avec une plaque en verre, bordé d'un cadre aluminium, de l'électronique un peu dessous, je résume. Tout ça, c'est parce qu'il faut que ça tienne la grêle, la pluie pendant 25 ans. Vous mettez ce panneau sur un bateau pour aller faire le tour du monde, dès qu'il prend 3 vagues, vous imaginez qu'il ne va plus marcher. Et puis en plus, c'est lourd, c'est plat. Je ne vois pas Jean Le Cam ou Michel Desjoyaux partir avec 20 mètres carrés sur ce bateau-là. Ce n'est pas du tout ad hoc. Donc nous, le fait d'encapsuler ces cellules d'un matériau composite, on a fait un panneau, vous voyez, qui est souple et qui a les mêmes performances, de très très haute performance, et qui tient la grêle et qui tient tout. Et Total avait racheté SunPower des Américains, ils sont devenus le 3e producteur mondial de photovoltaïque. Et le fait de diviser par 10 les poids, en fait, ils nous ont acheté le brevet pour imaginer dans le monde entier des bâtiments en Asie, en Inde. Vous mettez sur 1000 mètres carrés de panneaux solaires sur un bâtiment industriel. Si vous mettez ce panneau à 18 kg, ça fait 18 tonnes. S'il faut des châssis en plus à 18 tonnes, les bâtiments en France et surtout dans d'autres contrées, les règles des bâtiments ne sont pas les mêmes. Donc s'il faut refaire la structure des bâtiments, l'isolation, l'électricité, parce que vous mettez 38 tonnes sur le toit du bâtiment, il n'y a même plus de calcul sur l'investissement sur 20-25 ans par rapport à l'apport d'énergie. Donc c'est la masse, le projet s'appelait Sunleaf en anglais, donc la feuille solaire, de diviser le poids par 10, ça ouvrait. L'appel d'offres, c'était de faire un panneau solaire de moins de 2,5 kg. Ils ont fait un appel d'offres mondial et on a gagné le projet. Et on a gagné quelques millions d'euros qui nous ont aidés à financer le projet. Et on a gardé la licence pour le côté aéro et navigation. Donc très important, c'est transfert industriel. Le dernier transfert aussi, je le mets ça parce que c'est mes amis suisses, là, Bertrand Piccard et Raphaël Dangean, j'avais oublié de le mettre.
Bon, ce n'était pas une énorme ressource, mais nous, quand on fabrique des bateaux en composite ou quand j'ai fabriqué l'avion en composite, il y a 5 chantiers navals en France qui ont cet outillage. On a un grand four de 500 mètres cubes et on fait des grands moules et on cuit ces carbones à plus de 140 degrés. C'est les techniques aéro qu'on utilise dans la Formule 1. Et en fait, j'avais entre 2 bateaux, j'ai vendu cet outillage à un chantier naval, le groupe Décision en Suisse, dont ils ont fabriqué beaucoup de pièces dans cet outillage, dans les bateaux qui ont gagné la Coupe América à Lingui. Et les 2 avions de Bertrand Piccard ont été fabriqués dans cet outillage. Et c'est pour ça que les Suisses me disent « Ouais, mais vous, les Français, vous êtes vraiment des idiots, vous avez de la techno, vous ne savez même pas la vendre. » Oui, c'est vrai. Quand j'ai fait mon dossier, j'ai dit « Ben oui, mais je suis un peu... On a la technique, mais il faut savoir se vendre. » Et les Suisses, eux, ils viennent nous... eux, ils ont la com, ils ont les sous, et ils viennent chercher la techno en France. Voilà. Donc, on a une petite guerre avec nos amis suisses, mais on les aime bien. Voilà, donc ça c'était la partie de ce côté donc transfert industriel qui est important de faire dans les démonstrateurs. Et puis bon, mais comme c'était le Covid et comme j'ai cassé l'avion, voilà, il a fallu passer à autre chose. Non, sans blaguer. Donc en fait, Hérault 1, au début, j'avais prévu justement, moi j'étais un peu naïf, j'arrivais de la course au large. Et puis un avion, Hérault pesait 750 kg, un bateau ça pèse 8-9 tonnes. Donc j'ai dit, l'avion, ça va, on va mettre des panneaux solaires, quelques batteries, et puis dans 3 ans, on traverse l'Atlantique. 10 ans après, oui, j'ai fait 10 heures à 10 000 pieds, et cet avion, en fait, l'Hérault 1, il n'aurait jamais pu traverser l'Atlantique. Bertrand Piccard, il me dit des fois, oui, toi, le petit Français, comme ça, dans ton labo, au sable, tu nous as fait trembler parce qu'on ne savait pas si tu avais la techno. Alors lui, il avait une équipe de fous et tout. Et en fait, c'était un peu du bluff, mais c'était de la com. Mais quand je dis ça, c'est un peu naïf, parce que c'est comme les enfants, quand des fois ils arrivent, ils disent si j'avais su, je ne serais pas venu. Moi, c'est pareil, si j'avais su dans l'aviation, les amis, Laurent, et que vous connaissez bien, moi j'ai arrivé, alors conception nouvelle, construction nouvelle, carbone, moteur électrique et tout ça. Au début, j'avais les premières réunions à la DGAC, j'avais ça coulait là, des sueurs froides qui coulaient. Je me dis, mais j'arrive où là? Et parce que bon, vous l'avez bien vu, en bateau, moi j'ai fait des naufrages. Donc nous, on n'est pas des fous furieux. On fait de la recherche. On aime bien l'aventure, c'est vrai. Mais la sécurité passe avant tout. Et surtout moi, dans le bateau, on a passé des années après les architectes, les organisateurs, pour faire progresser la sécurité en mer, et avec les militaires, avec tout, les secours en mer et tout. Et dans l'aviation, un moindre vol le dimanche de plaisance, si les procédures ne sont pas respectées, c'est 4 personnes au tapis, parce que le décrochage, il arrive très vite. Alors, c'est vrai que la morale un peu de cette histoire qui est positive, c'est que l'aviation, du coup, est très conservatrice. Moi, quand je suis arrivé avant le Covid, face à des monstres comme Airbus, etc. et tout, faire autant d'innovation, ce n'était pas forcément bien vu. Et là, le Covid et cette transition énergétique, aujourd'hui, ça fleurit de partout, des eVTOL, l'hydrogène. Alors, il y en a trop, certainement, parce qu'il y en a beaucoup qui vont... Mais aujourd'hui, on retrouve cette effervescence un peu des pionniers de l'aviation. C'est pour ça que quand j'étais le parrain des 100 ans de l'aéropostale sur Saint-Exupéry, aujourd'hui, on retrouve un peu, et c'est pour ça que les jeunes, les universités, ce monde qui s'ouvre grâce à cette crise du Covid, permet d'accélérer. Alors moi qui suis depuis plus de 20 ans, je ne vais pas me plaindre parce que j'ai connu quand on est trop tôt et en plus quand on est dans un monde d'aviation où on est très conservateur pour la sécurité, parce que ce n'était pas une critique négative, parce que sinon, moi, je me suis planté, déjà après, je me suis planté en avion, et j'aurais pas, à l'époque, quand ils partaient, il y en a 10 qui partaient, il y en avait qu'un qui revenait, hein, et en temps de guerre, bon, c'est même pas la peine, mais ça veut dire que l'aviation, aujourd'hui, voilà, c'est un des transports les plus sûrs au monde, parce qu'il faut résumer, un accident, c'est une nouvelle réglementation. Donc, en 1927, la première ligne Londres-Paris, il y a 2 avions, il n'y a pas de couloir aérien, il y avait des brouillards et tout ça, il y a un premier télescopage, donc on a fait des couloirs aériens. Voilà. Et c'est pour vous résumer qu'à chaque fois qu'il y a un accident en avion, il y a une vraie réglementation. Seulement la pile, elle commence à la réglementation. Alors quand vous arrivez avec quelque chose qui est complètement nouveau, je vous dis, j'étais au pied de la pyramide et des fois j'ai dit, bon, où c'est que je suis arrivé? Bref, et donc... on est arrivé sur Hérault 1 où cette naïveté a fait qu'on a réussi quand même à faire quelque chose. Et aujourd'hui, on veut faire perdurer ces 200 heures et toute cette expérience.
On savait que donc on n'allait pas faire la traversée de l'Atlantique, mais on aurait pu faire 10 heures de vol. Donc on aurait pu faire, si j'avais pas eu ce crash, la Méditerranée. On a dépassé les 100 ans de Roland-Garros. C'était 8 heures, 10 heures de vol. Bon, l'avion est cassé. Et puis on avait après commencé à travailler sur cet avion. Donc c'est un avion... donc les deux grands événements, parce qu'après on va parler du transfert industriel. Les deux grands événements, c'est d'essayer d'être prêt pour les 100 ans du Charles Lindbergh, donc le vol historique. Le 21 mai 2027, on fêtera ses 100 ans, New York, Le Bourget. Donc si cet avion pourrait être prêt, complètement décarboné, avec de l'hydrogène liquide, avec du solaire, et ensuite partir sur le Graal, qui est pas aller sur la Lune, évidemment, mais faire le tour du monde sans escale, sans CO2, parce que vous allez voir, il n'y a aucun avion qui a réussi à faire ça. Et j'accélère un peu pour qu'on puisse prendre un peu de temps ensemble. Et voilà, donc je vous laisse découvrir le projet. Je m'appelle Raphaël Dinelli, explorateur et chercheur d'énergie du futur. Également navigateur et pilote d'avion, je me consacre plus particulièrement à la mobilité verte de demain. La mission e-Explorer, c'est un projet sur lequel je vais pouvoir concentrer et faire évoluer mes 3 décennies de recherche et d'innovation. Réaliser le premier tour du monde, 0 émission de CO2 et sans escale aux commandes d'un avion utilisant de l'hydrogène liquide et du solaire. Bien sûr, Eraol 1 a été un avion à traction électrique équipé d'une centrale multi-hybridée aux énergies renouvelables. À ses commandes, j'ai réalisé plus de 200 heures de vol, un Tour de France, un record d'autonomie de plus de 10 heures et d'altitude à plus de 10 000 pieds. Eraol 1, aujourd'hui, offre la base technologique fonctionnelle d'Eraol 2 pour une évolution majeure, l'introduction d'hydrogène liquide complétée par l'énergie solaire dans sa chaîne de traction. En 1, c'est une aventure humaine et pionnière dans la continuité de mon parcours d'éco-aventurier. En 2, un projet environnemental avec des énergies à 0 émission de CO2. En 3, une performance technologique inédite. Utiliser et transformer de l'hydrogène liquide en électricité propre sans émission de CO2. Objectif 2028, réaliser un premier tour du monde en avion sans escale, sans émission de CO2 pendant 9 jours. Utiliser l'hydrogène liquide et le solaire. Pour ça, il va falloir tester cette recherche et cette innovation. Et en 2027, on pourra, sur les traces de 100 ans de Charles Lindbergh de la traversée de l'Atlantique, réaliser New York, Paris, Le Bourget. Peut-être 33 heures. Et en 2024, réaliser le Vendée Globe, un tour du monde en bateau, 80 jours en utilisant cet hydrogène liquide et cette chaîne de traction nous permettra de valider cette innovation pour la tester ensuite sur l'avion. Oui, cet enjeu, c'est l'hydrogène liquide. Rien à voir avec l'hydrogène gazeux qu'on pourra utiliser bientôt dans les voitures, dans les camions. L'hydrogène liquide, c'est moins de 154 degrés dans son réservoir. Et là, dans des conditions extrêmes, dans le Vendée Globe ou dans l'avion, il va falloir maîtriser, innover, transformer cet hydrogène liquide en énergie propre, en électricité, en traction. C'est ça l'enjeu. Il y a également un enjeu humain et sportif. Tester ces nouvelles innovations dans des conditions extrêmes comme le Vendée Globe ou le Tour du monde en avion va nécessiter de vivre des situations d'urgence, des sensations fortes et avoir une préparation mentale et physique au top. La mission e-Explorer va donc valider et tester cette R&D issue du monde spatial avec l'hydrogène liquide pour les fusées, avec la traction de l'avion et du bateau, pour transférer sur le plan industriel à des nouvelles formes de mobilité verte de demain. Voiture, train, avion,
etc. Je me réjouis de contribuer à faire avancer cette recherche environnementale et en tant que navigateur et pilote, de vous faire partager de très belles éco-aventures. Voilà, c'est plus rapide quand c'est lui qui parle que quand c'est moi en fait. Voilà, alors vous avez vu l'apport d'hydrogène liquide est issu du monde spatial. Donc c'est pas anodin aussi de venir ici à Caen parce que en Normandie, moi j'aimerais bien me rapprocher justement du Ariane Group au Vernon qui a donc ses propulsions liquides, la fusée Ariane et Air Liquide au Havre. Donc il y a un vrai verrou technologique ici en Normandie. Vous avez bien compris l'enjeu. L'hydrogène, il y a deux enjeux dans ce projet, deux ou trois. D'abord, l'hydrogène, c'est la molécule la plus vaste dans le monde, dans le cosmos. Hein. Les étoiles, c'est les boules d'hydrogène, mais elle n'est pas à l'état naturel sur la planète. Et elle a un pouvoir thermique énorme. Et quand on l'utilise, elle dégage que de l'eau. Il n'y a pas d'émission de CO2 quand on l'utilise sur les piles à combustible, par exemple. Sauf qu'aujourd'hui, 98% de l'hydrogène est réalisé à base de fossiles. Donc il y a un gros enjeu de fabriquer de l'hydrogène propre. Donc comment ? Avec le réchauffement climatique, on a cette montée des eaux. Donc il suffit utiliser les barrages, utiliser les éoliennes qui sont en bord de mer ou le solaire. Avec l'électrolyse, on fait de l'hydrogène et on recrache de l'eau. Donc, premier enjeu, c'est faire l'hydrogène propre. Et ensuite, quand l'hydrogène est très volatile, donc on la stocke, on peut la compresser. Donc, c'est l'hydrogène gazeux. Donc, vous avez déjà aujourd'hui des bouteilles dans les voitures qui peuvent faire 400 km pour une pile à combustible, une bouteille de 15 kg d'hydrogène. Mais dans l'avion, on ne peut pas, parce que 700 bars à compresser, le contenant, la bouteille serait trop volumineuse et trop lourde. Donc il faut passer à l'étape au-dessus, il faut le liquéfier. Et donc quand on le liquéfie, on est presque proche du zéro absolu, on est à moins 254 degrés. Et ça, c'est la technique spatiale. Eux, ils prennent hydrogène liquide, oxygène liquide, et ils brûlent. Alors, ils ne sont pas zéro émission parce qu'ils ne font pas de CO2, mais ils font beaucoup de NOx. Parce que quand on la brûle, l'hydrogène, ce n'est pas forcément aussi une bonne solution. Les NOx sont très néfastes pour la santé. Là, en fait, le gros enjeu, c'est qu'on va remplir le réservoir d'hydrogène liquide, mais je ne vais pas pouvoir le tenir pendant 9 jours à température. Donc, il va bouillir. Dès qu'il va se réchauffer, il va bouillir. Et sinon, pour pas que le réservoir il va être sans pression, c'est comme un réservoir de carburant de voiture. Sauf que quand il va dégazer son gaz hydrogène, il va falloir vite le récupérer pour aller le transformer dans la pile à combustible en électricité. Sinon, le réservoir il gonfle et j'explose. Donc c'est ça, il y a un énorme verrou technologique parce que là on va pouvoir faire des groupes électrogènes avec l'hydrogène liquide. Pour l'hydrogène gazeux ne marchera que pour les voitures, mais ça ne marchera plus pour les camions, ça ne marchera plus pour les cargos. Il faudra passer à cette techno d'hydrogène liquide. Et là il faut prendre la techno spatiale et c'est pour ça qu'en Normandie, il n'y a que Ariane Group qui maîtrise aujourd'hui. Alors ils maîtrisent le stockage parce qu'eux ils remplissent, la fusée elle part et quand elle part, c'est pour ça que vous voyez des glaçons qui tremblent et qui se disloquent, parce que c'est l'humidité, surtout quand c'est à Kourou, sur la base, c'est très humide, ce climat tropical, équatorial. Et si au bout de 10 minutes, un quart d'heure, pour des raisons météo X, la fusée n'est pas partie, il faut vite vidanger, parce que sinon, le réservoir, il va exploser. Donc, en fait, ils ont une maîtrise de l'hydrogène, mais si on veut la stocker pendant 9 jours pour l'utiliser pour un groupe électrogène ou autre, il y a un gros enjeu ensuite. L'avion, ça sert juste de démonstrateur. Derrière, il y a un vrai verrou technologique. Alors là, pour finir, pour vous montrer le projet, donc oui, le challenge après, évidemment, dans l'histoire de l'aviation, il n'y a que 2 avions au monde qui ont réussi à faire ce tour du monde sans escale. En 86, c'était Burt Rutan et Jenna Geiger qui sont restés dans les basses couches 9 jours. C'est à peu près le même vol que je vais tenter. Steve Fossett, que moi je connaissais bien parce que j'avais navigué contre lui. Steve Fossett connaît bien Bertrand Piccard et Richard Branson. Pendant 10 ans, ils ont fait tous les tours du monde en ballon, ils se tiraient la bourre. Et des fois, ils arrivaient, je ne sais pas où, ils amérissaient ou ils atterrissaient d'urgence. Et lui, en 86, il a pulvérisé le record parce qu'il est monté en stratosphère à plus de 45 000 pieds. Donc, c'était une cellule complètement pressurisée avec un turboréacteur. Et il a pris les 500 km de jet stream qui l'ont poussé, plus son turboréacteur, et il a battu le record en 66 heures. Et Bertrand Piccard, notre parrain à tous, c'est vraiment Bertrand Piccard, il faut remettre un peu la communication à sa place. C'est ce que je lui dis un peu de temps en temps, c'est que tout le monde croit qu'il a fait le tour du monde. Oui, il a fait le tour du monde, mais en 2 ans, 14 étapes. Et son rêve, c'était de faire le non-stop. Et à l'époque, il me dit, il voulait
en 2015, l'hybrider à l'hydrogène, mais ce n'était pas d'actualité. Donc voilà, donc Bertrand a lancé le challenge, mais là maintenant c'est de faire la même chose, décarboner, mais pas qu'avec le solaire, parce que le solaire n'aura pas assez d'autonomie et de puissance. Moi, sur le projet du solaire, là, bon, là c'est une petite, ça dure 2 secondes, le solaire n'apportera que de l'énergie pour les instruments de bord. On va passer, c'est juste le petit tour du monde en animation. Oui, l'avion va faire 30 mètres d'envergure et le solaire sera juste pour les instruments de bord, l'avionique. L'hydrogène servira essentiellement à l'attraction. Donc, premier challenge, ce tour du monde, traverser l'Atlantique sur les traces de Charles Lindbergh. Ensuite, le tour du monde. Donc, l'avion était dessiné en biplace. Et là, je suis en contact aujourd'hui avec Thomas Pesquet. J'ai eu le contact avec lui avant l'ISS. On devait se rencontrer après. Il est toujours très pris. Bon, je cours après avec un fantôme parce que maintenant, il veut partir sur la Lune. Donc, heureusement, tant mieux pour lui, j'espère. Donc, Thomas est très intéressé parce que moi, je lui dis, oui, ben, ça fait 2 fois que tu pars. Tu ne vas pas nous refaire le même coup dans l'ISS à travers le hublot pour dire la planète, elle est bleue, faire attention, il ne faut pas y toucher. Donc, ça, il y a 20 ans, quand on faisait le tour du monde, d'accord, mais là, tu ne vas pas nous le refaire. Il faut que tu mettes un peu les mains dans le cambouis, comme on dit. Et comme c'est un astronaute, un pilote, évidemment, il trouve ce projet génial en tant que pilote. Faire un tour du monde sans escale et sans émission de CO2, c'est génial. Bon, sauf que il est très très pris. Là, il va être pris par la NASA avec l'Agence européenne spatiale pour les programmes Lune. Donc ça va être assez compliqué. Du coup, je suis en contact aussi avec Raphaël Donjon du projet Solar Stratos, qui est un ami proche, et Bertrand Piccard, qui doit me donner réponse très prochainement. C'était son rêve de le faire. Et comme là, maintenant, il a arrêté. Il préside sa fondation et je l'ai rencontré il y a quelques mois. Lui aussi, il a un peu les fourmis dans les jambes et il a envie de faire un projet comme ça et pourquoi pas le faire à tous les deux. Alors en parlant un peu de techno, ben voilà, moi je m'occupe surtout de la techno. C'est pour ça que j'aimerais bien trouver un pilote un peu de renom aussi qui nous amène de la com et de l'image. Voilà, donc depuis cette transition énergétique, cet avion a servi de démonstrateur pour des grands groupes comme Capgemini, donc on a 60 ingénieurs sur 2 ans, un très gros contrat. Airbus donc fait aussi de l'expertise. Ondeo, c'est des simulations de soufflerie numérique. Voilà, je viens de signer un contrat avec Dassault Systèmes qui nous met en place tous les logiciels et tout. Ça, c'est aussi grandiose. On essaye de travailler avec EDF sur la partie hydrogène. Voilà, donc ça, c'est toutes les briques sont presque toutes bouclées, donc il en reste encore un peu. Et ensuite, après, avec des amis, avec toute une équipe, on lance donc le budget. Le budget pour un avion comme ça, c'est assez raisonnable. Moi, je me suis basé sur l'expérience que j'avais en bateau. Aujourd'hui, les grands maxi multi sont entre 12 et 15 millions d'euros. Je me suis basé sur l'expérience de l'avion des Raoul où en 8-9 ans, on a quand même dépensé 6 millions d'euros parce que dans l'aviation, on est de suite sur des budgets un peu plus gros. Donc là, sur un budget assez raisonnable, il faudrait 26 millions d'euros et j'ai déjà 6 millions d'euros en avantage en nature de R&D. Donc il faut aller trouver 20 millions d'euros pour lancer la construction. Le programme, c'est 2022, là on finit les designs. 2023-2024, les constructions. 2025, les premiers essais d'hydrogène liquide. 2026, les essais en vol. 2027, la traversée de l'Atlantique. Et 2028-2029, le grand challenge. Et donc là, on vient de créer un fonds de dotation parce que le projet s'appellera e-Explorer. Il n'y aura pas associé avec une grande marque. Et ça veut dire qu'après, tous les partenaires publics, entreprises pourront toucher des défiscalisations de 60 à 70% avec des niveaux d'offres, un peu comme un club de foot, il y a un club de supporters. Et là, on va s'associer avec le label B Corp qui permet aussi à tous les partenaires qui seront dans ce club de bénéficier de ce label B Corp sur les financements verts, etc. Donc voilà, ça se met en place. Le site internet est prêt, tout se met en place en ce moment. Et voilà, et puis on fait aussi de la com. Là, on vient d'avoir un article aujourd'hui dans l'Infopilote parce que l'objectif aussi, c'est de faire donc du transfert industriel pour des verrous technologiques pour des partenaires de rang 1. Et après, c'est aussi de transférer sur l'aviation de demain. Donc, on va démarrer avec un petit avion 2 places pour les écoles de pilotage. Ça, c'était juste pour multiplier par 2 la chaîne de traction. Vous avez vu tout à l'heure, c'était 50 kW
donc ça fait 53 chevaux, c'est pas grand-chose. On va faire un avion de 100 kW, donc 130 chevaux, qui va pouvoir amener deux personnes pour faire des écoles de pilotage. Et le jour où on aura validé l'hydrogène pour ce tour du monde, là, on pourra le transférer pour faire des avions de 4, 6, 7, 8, 10 places. Donc l'idée aussi, c'est de déverrouiller des technos pour des partenaires droits, pour l'industrie du camion, des cargos, etc., puis de les ramener après aussi dans l'aviation. Donc, transfert industriel, aventure, et puis voilà, tant qu'on a encore la pêche, il faut y aller. Voilà. Voilà. On va commencer la session questions-réponses si certains en ont. Moi, je vais commencer d'abord par vous en poser une. Donc, le projet Solar Impulse de Bertrand Piccard a coûté 120 millions d'euros. Le vôtre, vous l'estimez à 40 millions d'euros. Comment vous estimez cette différence alors que votre innovation est censée être plus performante et plus innovante? Oui, alors c'est vrai que ça peut avoir un contraste quand même il est arrivé à 150 ou 180. Et en fait, son avion coûte, alors que nous, la techno va être beaucoup plus... il y aura plus de techno et plus de performance. Donc on peut se dire, s'il a trouvé 120 ou 150 millions, on peut prétendre plus. Non, ça ne marche pas comme ça. L'avion, un multicoque, les gros maxi multi sortent à 14 millions d'euros. Donc l'aspect carbone, l'aspect avion, on connaît. Les gros verrous, là, c'est l'hydrogène liquide. Et moi, j'ai déjà trouvé 6 millions d'euros en partenaire technique. Donc, il y aura une dizaine de millions d'euros de verrous technologiques. Il faut 20 millions d'euros pour construire la machine. Et bon, Bertrand Piccard, son avion n'a pas pu coûter cher. Lui, il a fait un numéro 1, un numéro 2. Ça a duré 10 ans. Il y avait une équipe de 50 personnes et les 2 ans de son record avec les 14 étapes, eh bien, ces 14 étapes, on amène son avion, je ne sais pas si vous vous rappelez des communications, son avion faisait 72 mètres d'envergure, il était très fragile et s'il volait à 2-3 nœuds, et à un moment donné, dans les aéroports, il ne pouvait pas atterrir parce qu'il y avait trop de vent, il avait un hangar, il ne pouvait pas rentrer dans le hangar, donc c'était une aérobulle en forme de croix, je crois que c'est au Japon, à un moment donné, ça s'est dégonflé, et ça s'est appuyé sur l'aile, il a fallu attendre 6 mois, 1 an, parce que les autorités voulaient faire des radios sur le Longeron, mais sa logistique a coûté 90% du projet. Quand il faisait des projets de ballons, on part dans l'endroit A, on revient à l'endroit B. Si on n'arrive pas, c'est qu'il faut trouver un terrain de déroutement. Donc moi, c'est un one-shot. C'est-à-dire que l'avion, ce type d'avion, là, quand on regarde Steve Fossett et Jenna Geiger, ça ne va pas durer. Quand on fait des avions de série et avec certification, il faut tout un programme de certification, tout un programme d'essai. Ça, ces avions, ça se passe au sol. Après, on prouve que l'avion résiste à des efforts. On va faire tous ces avions, les deux là, qui ont fait le tour du monde, ils ont fait moins de 10 vols d'essai pour montrer que bon, ils étaient pas instables, mais le but c'est de pas faire pendant 2 ans des vols d'essai qui coûtent extrêmement cher. C'est des dérogations, c'est des records. Donc en fait, lui, il a coûté extrêmement cher parce que c'était 10 ans, 2 avions, une grosse équipe, toute une logistique. Et quand on revient à l'avion même, il a dû dépenser 20 à 40 millions d'euros dans l'avion. Donc voilà, tout s'explique. Ok. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Il y a un micro devant vous. Oui, bonjour, merci beaucoup. Ça marche pas. La chaîne de conversion mécanique, là, c'est hydrogène, pile, moteur électrique ou il y a autre chose envisagée? Alors non, c'est vraiment les 2 fuselages latéraux. On en est aujourd'hui à des simulations de 2 réservoirs de 5-6 mètres cubes d'hydrogène liquide, plutôt derrière, et à l'avant. Donc il y aura toute une connexion avec des échangeurs, puisqu'il va falloir récupérer ce gaz, le recomprimer dans un petit réservoir à 30 bars pour alimenter la pile à combustible à 30 bars. C'est bien une pile Voilà, c'est une pile à combustible. Avec une pile Voilà, c'est une pile à combustible et ces 2 piles vont distribuer 4 moteurs électriques parce que si jamais il y a une panne, alors ça sera en symétrie, ce sera les 2 moteurs latéraux extrêmes et centraux parce que s'il y a une pile qui tombe en panne, au moins on perd de la puissance, mais on garde une symétrie parce que ça sera des avions qui seront très sensibles quand il y a les bimoteurs qui tombent en panne, ils doivent voler sur un seul moteur, mais au détriment de beaucoup d'efforts sur la direction. Et là, il faut montrer que même si on perd de la puissance, alors on ne donnera pas peut-être l'autonomie, mais on aura, si on a une panne, l'accès facile à aller sur un déroutement. Et la pile, vous avez déjà une idée de la puissance et de la masse?
Oui, oui, oui. Alors là, on a travaillé avec le CEA, on est en contact avec Symbio. Alors, on est dans des technologies de piles froides, hein, parce qu'il y a des technologies de membrane chaude. Bon, alors ça serait génial, mais pour l'instant, là, les meilleurs résultats qu'on peut avoir, Symbio nous propose une pile de 100 kW, qui est un peu, pas sur étagère encore, mais c'est ce qu'ils vont essayer de faire pour des camions. Donc, elle est sur labo. 100 kW, alors... 150 kg, parce que la pile, c'est un stack, là où il y a les cellules, mais avant, il y a toute la partie compresseur d'air, parce qu'à 10 000 pieds, on est à 30% de densité de l'air en moins, donc il va falloir recompresser l'air comme un turbo-compresseur pour pas éviter la perte de rendement. Donc on a une petite perte de rendement, et ensuite, il faut refroidir aussi la perte de rendement, et en l'occurrence là, tout ça, ça pèse 150 kg avec la compression d'air, le stack et le refroidissement, et on est à 50% de rendement, ce qui est pas mal, à 2000 mètres, donc il faut qu'on fasse des simulations à 3000 mètres. Donc c'est pas trop mal, et c'est pour 100 kW. Donc nous, on a estimé à 200 kW notre traction, mais en fait, notre traction, ce domaine de vol de cet avion, c'est pas comme les avions classiques. Les avions classiques, on leur demande d'avoir une puissance très forte à la montée initiale pour être le plus haut possible. D'abord parce que c'est un problème, plus ils prennent de la hauteur, plus ils peuvent revenir assez facilement, et puis c'est pour la nuisance sonore. Là, c'est des avions, en fait, nous, le décollage, c'est 1 heure, on appelle ça la rotation, parce qu'il ne faut pas avoir une piste de 3, 4, 5 km de long. Déjà, 2 km, ça fait long. Et en fait, après notre montée qui va durer 44 heures, en fait, c'est une croisière dégradée. Et parce que c'est un angle de vol constant. Et ensuite, on a une croisière de 130 heures. Et ensuite, on a une descente qui est une croisière optimisée. Donc, vous voyez, on a un domaine de vol qui est très, très rétréci. Et donc, en gros, au décollage, à la rotation, c'est 200 kW. Et ensuite, on sera à 113 kW. Donc, sur les deux machines, ça fait 57 kW de puissance pour avoir la vitesse de croisière à 180 km/h. Donc c'est quand même des perfos avec une finesse de 28 sur l'avion, quoi. Donc c'est quand même des super avions sur l'aspect range, finesse. Voilà. Quand j'allais voir, quand je faisais moi avec Raoul les shows pendant 2 ans avec la Patrouille de France, bon d'abord moi j'étais un jeune pilote, hein, je pilotais depuis 6-8 ans, puis c'est chiant, hein, c'est comme si on a une 2 chevaux, on est à 80 km/h, quoi. Ils ont bien compris que je n'allais pas prendre leur place dans les avions de chasse, et notamment pour la Patrouille de France, parce que je n'avais pas les 50 000 heures de vol derrière, qui arrivent à 50 ans passés, mais c'était passionnant, parce que là, c'était tout carbone, du 400 volts, l'électricité. J'avais donc un moteur, un groupe électrogène derrière qui marchait avec des huiles, avec un peu de dopage hydrogène. Vous voyez, cet univers-là. Et sinon, moi, je ne dépassais pas les 1,2 G. J'avais l'interdiction de faire une boucle, n'importe quoi. Donc, ce n'était pas du tout dans l'excitation de la jouissance du pilotage pur. On était dans le pilotage de demain, dans l'avenir, moi, quand j'ai réussi à monter à 10 000 pieds, 4 heures pour monter, 4 heures, et quand j'arrivais au bout des 10 000 pieds, j'étais à la limite de l'avion, une erreur de tangage je perdais 200 pieds pour les remonter, c'était très dur, mais cette joie, cette satisfaction pendant 1 heure, 2 heures de voler à 10 000 pieds sur un avion qui consommait 5 litres d'huile avec une finesse comme ça, et là, vous êtes, c'est des années, comme en bateau, c'est des heures de préparation, etc., pour avoir 1 heure à 10 000 pieds et d'avoir cette jouissance de dire j'ai consommé 3 fois rien. Et j'y suis arrivé parce que je ne suis pas un oiseau, quoi. Et c'est de défier, c'est ça l'avenir, c'est défier ça. Et ces pilotes de la Patrouille de France, ils avaient le déclic. Alors moi, c'était comme une Formule 1, on démontait les trucs et tout. Et je les avais tous. Et puis on restait des heures comme ça à regarder, c'était top, à l'échanger, quoi. Okay. D'autres questions? Oui. Merci de votre... Merci, Monsieur Dinelli, de votre présentation. C'est passionnant. Je voulais savoir de quelle façon, qu'est-ce qui a prévalu à la forme de l'avion? Est-ce que c'est l'expérience de l'avion précédent? Est-ce que vous vous êtes appuyé sur votre expérience au niveau maritime? Alors, par contre, il reste 3 minutes. Oui, alors il y a la signature un peu du fuselage, c'est un peu Raoul. Alors les histoires, là ça évolue énormément le design. Hein. Là, ce design, là on est à la 3e version, il va y avoir une 4e version et peut-être une version définitive. Ça évolue tout le temps. Non, alors
on essaye, comme je parlais tout à l'heure, dans ce Covid, dans cette transition énergétique, si on arrive à placer, quand on est dans un projet au départ, l'idée c'est de se libérer de toute contrainte et de partir dans du design pur. Ça, c'est peut-être un peu comme dans les projets bâtiments, dans les projets de création, parce que c'est ça aussi qui fait un peu la création et qui est un peu c'est une innovation, la création. Après, on est rattrapé par des problèmes techniques ou de réglementation et autres. Donc au départ, on était parti par cette aile rhomboïdale, cette aile un peu infinie avec une aile à l'arrière. Bon, moi, j'avais le biplan décalé sur Eraol, c'était comme un catamaran du ciel, mais très compliqué à stabiliser, très compliqué à faire voler. Et ensuite, on a ces deux fuselages latéraux. Et là, on s'est inspiré un peu des pionniers de l'aviation, comme fait l'automobile des fois. Et on revient toujours, il y a des designers qui reviennent sur des voitures du passé, et puis on les relook. Et puis pas que dans l'automobile, il y a des tendances comme ça. Et un jour, moi, j'étais passionné du P-38 que j'ai vu voler à la Ferté-Alais et autres, etc. Et quand j'ai vu le P-38 avec ces deux fuselages latéraux, je me dis, ben là, on peut réoptimiser, redesigner un P-38 et on lui remplace ces deux fuselages latéraux par deux fuselages où on va remplir l'hydrogène liquide. Par contre, la difficulté de l'hydrogène liquide, sans tomber dans des cours d'aviation, la difficulté sur la stabilité, c'est qu'en gros, un avion qui a une grande aile, on met son carburant, on met sa masse dans l'aile. Et c'est le centre de foyer, l'équilibre du foyer, le centre de gravité, quand l'avion est plein, quand l'avion est vide, ne change pas trop. C'est pour ça que quand on a 150, 200, 300 personnes, le centre de gravité ne change pas par rapport à la masse. Et ça, c'est ce qui donne la garantie de l'équilibre de vol. Alors que moi, mes masses sont dans le sens longitudinal. Donc si jamais la masse se décale à l'avance et j'ai une assiette à piquer ou une assiette à cabrer, je mets une grande instabilité dans l'avion. Et on ne peut pas mettre l'hydrogène dans les ailes, parce que l'aile, elle va faire, comme tout avion, 20-30 cm. Et un réservoir d'hydrogène, c'est un peu comme une bouteille de gaz. Ça demande du volume. Donc le fait de mettre le réservoir qui est le plus gros en port et qui est quasiment la plus grosse masse dans le sens longitudinal est un très gros problème pour la stabilité. Donc vous voyez, après, même si on a des envies de se délirer sur le design, on est rattrapé par il faut que l'avion il vole. Et puis le scoop, là, c'est que dimanche, là, la météo s'améliore. On fait voler une maquette de 3 mètres d'envergure qui est la réplique de cette version-là, parce que ça fait 6 mois qu'elle est en construction. Et on va vérifier justement les centrages, les tangages, parce que même si on a fait pendant 2 ans, 1 an et demi avec Capgemini, Airbus, des simulations sur informatique, le fait de faire une maquette, c'est ce qu'on avait fait sur R1, et de voir un peu les centrages, ça va recaler des modèles informatiques et on va gagner énormément de temps. Donc dimanche, on sera comme des gamins avec, c'est moi qui serai aux commandes, mais on a des spécialistes de télécommande qui vont faire voler pour la première fois l'avion en maquette. Merci Monsieur Dinelli. On va terminer maintenant. Merci à tous d'avoir participé et merci encore à l'Agence normande de l'orientation des métiers. Bon, mais merci à vous. Alors si vous avez des entrées chez Ariane Group, venez.